Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de l'avant-dernière journée du top 14, à savoir la 25e. Aujourd'hui, je vais parler que des matchs qui ont eu un enjeu, à savoir pour le top 6 ou pour le maintien. Donc désolé, mais je vais pas trop parler de Montpellier-Lyon et de Oyonnax-Bayonne. Et on commence tout de suite avec le Racing qui recevait la section paloise. Alors globalement, chaque équipe a eu sa mi-temps. Le Racing a beaucoup scoré en première et Pau a tenté de revenir en seconde. Mais bon, là où ça s'est joué, c'est clairement devant. Le Racing, ils avançaient sur tous les impacts, ils avaient une bonne défense et en conquête, c'était plutôt eux qui dominaient. Si on y rajoute le réalisme qu'a fait preuve le Racing lors de la première mi-temps en marquant notamment 3 essais, et la victoire ne pouvait être que plus belle. Et à l'inverse, la section paloise, elle a subi dans quasiment tous les compartiments du jeu. Parce que même quand elle est revenue, c'est plus parce que le Racing était fatigué plutôt qu'elle qui a imposé un tempo. Et offensivement, j'ai trouvé cette équipe de la section paloise très faible. En tout cas, beaucoup plus qu'à son habitude. Et c'est le deuxième match, après la défaite à La Rochelle il y a quelques semaines, où j'ai l'impression que Pau, ils sont perdus sur le terrain. Ils n'arrivent pas à enchaîner, il n'y a pas de lien entre les avants et les trois quarts. Et ça, c'est en grande partie dû à une charnière qui fait des mauvais matchs en ce moment. C'était hyper désorganisé. Et cette équipe de Pau, elle m'a fait un peu penser à l'équipe de l'UBB qui se déplaçait à Perpignan. En effet, peut-être que l'UBB se voyait déjà en phase finale, mais en tout cas, dans l'engagement, ils y étaient absolument pas. On a eu énormément de plaquages manqués, ce qui a permis à Perpignan de marquer 4 essais, notamment en première mi-temps. Même devant, ils ont été pris plutôt en mêlée, alors que Bordeaux est censé avoir une bonne mêlée. Il n'y a que la touche qui allait un peu bien. Et derrière, un peu comme la section paloise, je les sentais perdus. Il n'y avait aucun jeu de ligne, aucun jeu de trois quarts, à part peut-être cet essai de pizza mou en fin de match. C'est vraiment la seule action construite du début jusqu'à la fin, avec des enchaînements du côté de Bordeaux, parce qu'après, sinon, ils étaient perdus, j'avais trouvé. Et franchement, je trouve que le score ne reflète absolument pas le match. Finir à 7 points avec une prestation aussi médiocre, je sais pas comment c'est possible. Parce que de son côté, l'USAP, elle a franchement roulé sur l'UBB pour ce qui est de l'engagement, du moins. Franchement, la différence d'envie, elle était frappante et tout leur a réussi. Mais encore une fois, comme je le répète souvent, la réussite, faut la provoquer. Et je pense notamment à cet essai d'Alistair Crosdale qui vient moucher Penaud et qui d'ailleurs met un essai un peu à la Penaud, comme ça, avec un coup de pied à suivre lointain. Puis après, ce qui leur a permis de gagner, c'est notamment les ballons portés après des pénales touches qui ont été hyper efficaces et je crois qu'ils marquent 2 essais après ce genre de situation. Plus le fait que Alan était en réussite face au Perche et dans ce cas-là, Perpignan ne pouvait que gagner. On passe maintenant à Castres, Stade Français. Bon, globalement, c'était un match avec pas mal de déchets techniques, surtout en première mi-temps, parce que la seconde c'était un petit peu mieux, on va dire. J'ai trouvé que c'était deux équipes au schéma de jeu similaire. D'abord, leur but principal, c'était de concasser devant pour resserrer un maximum la défense, afin de pouvoir créer des espaces sur les extérieurs et prolonger avec des coups de pied à suivre. Les deux équipes l'ont fait énormément de fois. Et ça a plutôt bien marché parce que de chaque côté, il y a eu un essai qui a été marqué après un petit jeu au pied à suivre de pression. D'abord Dakuaka pour le Stade français et ensuite Nakossi pour Castres. Mais moi je pense que ce qui a fait la différence entre Castres et le Stade français, c'est d'une part évidemment l'indiscipline parisienne, mais aussi cette volonté de jouer debout avec pas mal d'offload qui créaient des décalages, notamment amenés par les Fidjiens de Castres, les Nakarawa, Kokaji, Botitu et autres. Parce que comme je disais, ça a créé des décalages, ça a créé plus de brèches, et au final, Castres gagne de quasiment 10 points. Cette volonté de jouer debout, elle est aussi vachement présente à Toulouse qui recevait La Rochelle. Alors franchement, ce match, c'était une magnifique pub pour le rugby. J'ai trouvé que dans ce match, il y avait tout. Il y avait des beaux joueurs, des belles actions, des beaux essais, du rythme, et aussi un peu de tension, que ce soit sur le terrain ou sur le banc entre les deux coachs. Non, franchement, c'était parfait. Et franchement, au vu du scénario, le match nul, il est totalement mérité. Alors oui, certains diront que La Rochelle aurait peut-être mérité sa victoire, mais moi je trouve que Toulouse mérite ces 2 points. Parce que chaque équipe en fait a eu ses moments de force et de faiblesse. Toulouse était évidemment en tout début de match et en fin de match quand ils avaient réussi un peu à coller. Et La Rochelle, ça a été tout le reste du match. Et malgré du coup ce spectacle, on a vu deux équipes dans l'ensemble plutôt indisciplinées. Et donc c'est à cause de ça que aucune d'entre elles n'arrivait à décrocher l'adversaire. Parce qu'à chaque fois ils faisaient des fautes, que ce soit des fautes, des pénalités, mais aussi pas mal de fautes de main. Je pense notamment aux 3 ou 4 renvois manqués par Toulouse, les réceptions de renvois manquées. A noter quand même une petite différence entre le jeu de La Rochelle et Toulouse, c'est que La Rochelle, dès qu'ils avaient le score, ils ont essayé d'être plus dans la gestion, de gérer cette fin de match et de du coup garder cet avantage au score, alors que Toulouse, peu importe le score, il jouait tout le temps. Et c'est notamment une relance, encore une fois, des 22, qui amène le dernier essai de Lucas Tozin,
et donc stratégie payante. Il est temps maintenant de parler du dernier match qui m'a vraiment intéressé, à savoir le RCT qui recevait Clermont. Bon là, le RCT il a clairement dominé ce match, je peux pas dire le contraire. Cependant, j'ai trouvé que c'était pas non plus une copie parfaite. En fait, j'ai surtout trouvé que ce match a été rendu hyper simple par une défense de Clermont, mais juste catastrophique. Et globalement, une équipe de Clermont. Parce que certes, le RCT défensivement, ça a été vraiment très solide. Il y a eu très peu de franchissement de la part des Clermontois, et globalement, sur l'homme, les Toulonnais dominaient les impacts. La SM n'a jamais pu mettre son jeu en place. Mais offensivement, j'ai trouvé que le RCT marquait beaucoup grâce aux erreurs de Clermont en fait. Bon, j'ai notamment évidemment cette interception de Villiers en fin de match, mais dans l'ensemble, il y a 3 essais que j'ai remarqués qui ont été du coup inscrits après des erreurs de placement défensif, mais de Benjamin. Notamment l'essai de Rabu, de Jaminet et les 2 de Villiers en fait. Mais cependant, j'aimerais revenir sur une action qui a pour moi été vraiment le tournant du match et qui a fait basculer le RCT dans cette domination à outrance, c'est l'essai refusé à Fritz Lee. Je suis désolé, pour moi, il n'y a absolument pas en avant, c'est sur la même ligne, la claquette d'Urdapilleta, elle est parfaite, donc je vois pas pourquoi cet essai a été refusé. Surtout que Clermont revenait à 19-15 ou 19-17 avec la transformation, donc le match aurait pu être relancé. Et après ça, Clermont a coulé, et ils ont même encaissé un essai alors qu'ils étaient à 14-15. Donc là, c'était plié. Je vais tout de même dire un petit mot pour les 2 derniers matchs de cette journée dont je vous ai parlé en introduction. Tout d'abord, Oyonnax qui recevait Bayonne. Juste Oyonnax termine sa saison de top 14 de la meilleure des manières, à domicile, avec une victoire à la dernière minute, face à des Bayonnais qui vont, eux, galérer à aller accrocher cette Champions Cup. Et moi, j'y crois absolument pas. Et enfin, le MHR qui recevait le Loup. Le MHR prépare au mieux donc son access match qui va se jouer entre soit Vannes, soit Grenoble. Avec cette victoire bonifiée face à Lyon, on a retrouvé du coup une équipe de Montpellier, on va dire agréable et sûre d'elle en attaque, même si c'était pas non plus totalement huilé. Et le Loup de son côté prend une énième branlée à l'extérieur de la saison, mais bon, de toute façon ça changeait à la fin. On passe maintenant au top et au flop. En top, j'aimerais d'abord mettre Sia Colissi. Je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est arrivé au Racing. En attaque, il a été hyper actif, il était partout, que ce soit en tant que porteur de balle ou au soutien. Et en défense, il a été très présent, il a aussi remonté quelques ballons suite à des coups de pied. Je trouvais que c'était un match complet de la part du 3e ligne sud-africain. Je vais mettre aussi le de une mêlée toulousain, Paul Graou, qui a pour moi été l'homme de ce week-end. Franchement, il a fait des gestes de grande classe avec des Chistera, mais aussi cette passe pour le premier essai de Vicatosin qui montre qu'il a une vision de jeu globale et que c'est vraiment un excellent numéro 9. Et globalement, j'ai trouvé qu'il a eu une très bonne conduite du jeu, il a eu souvent des bonnes prises de décision. Et enfin, le dernier top, c'est Gabin Villiers. Il a été dans tous les bons coups toulonnais, il a notamment aussi marqué 2 essais, évidemment, avec un grand pont sur le premier. Et puis en défense, comme d'habitude, c'est un chien, il a jamais rien. En flop, maintenant, on va rester sur ce match avec Georges Moala. J'ai trouvé qu'il n'a pas eu son rendement habituel, mais à l'image de son équipe, en fait, il a manqué beaucoup de plaquage, et les erreurs de placement, ça a surtout été au centre du terrain, donc avec Julien Hériteau et Léon Darry-Carrère. Et puis offensivement, j'ai trouvé que ça a été un coffre à ballon, mais encore plus que d'habitude. Il a mangé quelques décalages à chaque fois. On continue avec Rory Cocotte. Le demi-mêlée du Stade Français, j'ai trouvé n'a pas été inspiré, et c'est pour ça qu'il sort, on va dire, relativement tôt, alors que d'habitude, il tient plus longtemps sur les matchs. Surtout qu'en plus, j'ai été un petit peu déçu de son comportement pour son retour à Castres dans une équipe adverse, parce que typiquement, son action sur l'essai de Poplin où il vient le plaquer alors qu'il a marqué l'autre, j'ai trouvé ça moyen. Et enfin, le dernier flop, c'est Mathieu Jalibert. Et j'ai trouvé qu'il a fait un match catastrophique où seul son jeu au pied a été performant. Après le reste, il a manqué 4 plaquages, mais bon, ça on est un petit peu habitué. Et j'ai l'impression qu'il faisait des passes comme s'il avait un ballon lesté de 15 kg. Il n'arrivait pas à les lever, à faire des passes bien tendues comme d'habitude. Je sais pas ce qu'il a eu. Du côté du classement, avec sa victoire bonifiée, Toulon peut croire à la demi-finale en allant gagner au Stade Français la semaine prochaine. Toulouse est assuré d'être leader. Et après, ça va se batailler entre La Rochelle, le Racing et Perpignan, puisque j'exclus un peu Castres, même si mathématiquement c'est pas encore fait, je les exclus un peu parce que je les sens moins forts pour cette place du top 6. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était l'avant-dernière de la saison régulière et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière. Bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.